Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir à l'IRIS, à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, pour la présentation de ce nouveau rapport de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières premières énergétiques. Cet observatoire est coordonné par l'IRIS en consortium avec Enerdata et Cassini dans le cadre d'un contrat avec la DGRIS du ministère des Armées. Alors, au travers de l'ensemble de ces rapports trimestriels, ces séminaires et ces travaux cartographiques, l'objectif principal de cet observatoire consiste à analyser les stratégies énergétiques et le consortium vise à proposer une vision géopolitique des enjeux énergétiques en lien avec les enjeux de défense et de sécurité, de croiser les approches géopolitiques, économiques, sectorielles, de s'appuyer sur la complémentarité des outils à la fois de l'analyse quantitative, qualitative, des cartographies interactives et de réunir différents réseaux, à la fois des réseaux académiques, expertise publics et privés. Alors, pour ce 14e rapport de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières premières énergétiques, aujourd'hui, nous allons parler de l'approvisionnement en enrichissement de l'uranium et des dynamiques et enjeux après l'invasion russe de l'Ukraine. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous sommes réunis autour de Teva Meyer. Teva Meyer, qui est chercheur associé à l'IRIS, qui est maître de conférences en géopolitique et géographie de l'Université de Haute-Alsace. Il est spécialiste de l'énergie nucléaire. Ses recherches portent notamment sur les conflictualités de l'approvisionnement en combustible et matières premières du secteur, sur les enjeux stratégiques du marché des réacteurs, ainsi que sur la gestion du démantèlement et de la reconversion des sites nucléaires. Et je ne saurais trop vous recommander comme lecture son livre paru en février 2023 aux éditions du Cavalier Bleu qui s'intitule « La géopolitique du nucléaire ». En complément de Teva Meyer, nous aurons également une intervention de Roman Vinadia, qui est docteur en géopolitique et qui est analyste chez Cassini et qui, bien évidemment, a réalisé les cartes. Je vais donc passer la parole à Teva Meyer, qui va nous présenter le rapport. Teva. Merci beaucoup Emmanuel pour cette introduction. Et donc, le début de ce rapport, il repose finalement sur une constatation qui est le retour dans l'espace public de questions suite à l'invasion de l'Ukraine au sujet de l'approvisionnement en uranium enrichi aux États-Unis, en Europe, face à un autre paradoxe qui est l'incapacité de l'Union européenne comme des États-Unis à apposer des sanctions à la Russie, en particulier à Rosatom, au sujet de cet approvisionnement en combustible nucléaire, que ce soit en uranium enrichi, en uranium ou en combustible assemblé. Et dans ce cadre, on s'intéresse particulièrement à une des étapes, bien sûr on verra qu'il y en a plusieurs, mais une des étapes de la fabrication des combustibles nucléaires qui est l'enrichissement de l'uranium. Ce rapport, il vise à répondre à quelques grandes questions. La première, c'est bien sûr qui sont les acteurs, quel est le système d'acteurs qui cadre cet approvisionnement en uranium enrichi. Comment en est-on arrivé à la situation qu'on connaît aujourd'hui d'une domination assez forte de la Russie sur ce secteur du marché? Quels risques sont induits par cette domination? Et évidemment aussi comment les pays qui sont importateurs d'uranium enrichi tentent de mitiger ce risque. Alors, il faut d'abord commencer par quelques fondamentaux pour expliquer d'où on part. Alors, gardons en tête une chose qui est très, très simple. Actuellement et dans la cinquantaine d'années à venir, les réacteurs nucléaires continueront à utiliser de l'uranium. Or, dans l'uranium naturel qu'on va extraire du sol, vous avez sommairement deux grands isotopes, l'uranium 235 et l'uranium 238. C'est le 235 qui nous est utile dans l'exploitation des réacteurs nucléaires. Et vous avez, j'attire votre regard sur les deux premiers camemberts, vous avez deux types de réacteurs nucléaires, ceux qui sont en bleu, qui sont des réacteurs qui vont avoir besoin d'augmenter la part d'uranium 235 dans la matière. On va trouver environ 0,5% d'uranium 235 dans l'uranium naturel, et il faut la faire grimper à peu près 5%. Et vous avez les réacteurs qui sont en vert, que vous voyez, qui sont des réacteurs qui vont utiliser une autre technologie qu'on appelle à eau lourde, qui, eux, ne vont pas avoir besoin d'enrichir l'uranium. Mais ce que vous voyez, ce qui est important, c'est que les réacteurs qui ont besoin d'enrichissement sont majoritaires, c'est les réacteurs en fonction, et le resteront, c'est les réacteurs en construction. Et donc, pour approvisionner en combustible nucléaire, on a besoin non seulement d'enrichir l'uranium, c'est la chaîne que vous voyez en bas de la présentation, on a besoin d'extraire l'uranium du sol, de le convertir, c'est une autre étape qui est importante, on y reviendra peut-être, de l'enrichir, puis après à nouveau de le déconvertir et de l'assembler.
Nous, on va s'intéresser sur cette partie, cette fine partie qui est l'enrichissement de l'uranium. Dernier point qui est important à avoir en tête, alors l'enrichissement de l'uranium, vous verrez souvent apparaître sur les slides une abréviation qu'on appelle UTS, unité de travail de séparation, c'est la mesure de l'enrichissement. C'est la mesure de ce qui est nécessaire pour enrichir. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est que le marché des UTS s'est effondré très fortement. Mais néanmoins, et c'est à nouveau, j'attire votre attention sur le camembert qui est le plus à droite, qui montre l'économie de l'enrichissement, qui montre l'économie de l'utilisation d'un réacteur nucléaire. La petite partie que vous voyez en rouge, c'est la part que représente l'enrichissement de l'uranium dans les coûts d'exploitation d'une centrale. Et comme vous pouvez le voir, ça reste relativement faible, aux alentours de 10% du coût d'exploitation. Alors maintenant qu'on a posé les bases, on peut continuer à aller sur la suite de cette question. Gardez en tête un premier élément à avoir, qui est que le marché de l'uranium connaît aujourd'hui des fortes surcapacités. On a approximativement une capacité d'enrichissement qui dépasse de 20% de la demande en enrichissement à l'échelle mondiale. Cette situation, elle a laissé passer l'idée pendant un certain temps qu'on aurait moins d'enjeux géopolitiques sur cette morceau de l'approvisionnement en combustible, puisque finalement, on aura une grosse surcapacité. Néanmoins, et c'est ce que vous voyez sur le premier graphe à gauche, qui vous présente les scénarios d'évolution des besoins en enrichissement, eh bien, on a quasiment la totalité des scénarios d'évolution du nucléaire civil dans le monde qui montrent qu'à partir de 2030, nous allons avoir plus de demandes que de capacités. Ça amène donc à réfléchir au risque que pose la situation dans laquelle on est aujourd'hui, mais aussi à quelles sont les possibilités d'augmenter nos capacités d'enrichissement. Alors, il faut quand même aussi garder en tête qu'il est extrêmement difficile d'évaluer correctement la demande en uranium enrichi, pour une première raison qui est qu'en fonction des types de réacteurs nucléaires, la demande va changer. Les nouveaux types de réacteurs aujourd'hui qui entrent sur le marché demandent un enrichissement qui est un peu plus élevé. Et on ne parle même pas des autres réacteurs nucléaires de génération future, où là, le pourcentage de besoin d'enrichissement va aller jusqu'à 20%, et donc ça créera d'autres tensions. Mais ce qu'on a quand même une certitude, et là, j'attire votre attention sur l'autre graphique. Cette certitude, c'est que l'augmentation de la demande ne viendra pas d'Europe, elle ne viendra pas des États-Unis, mais elle viendra majoritairement de Chine, où on peut évaluer que la demande chinoise dépassera la demande états-unienne et européenne cumulée aux alentours de 2030. La demande russe devrait se stabiliser, et on pourra ajouter quand même la demande japonaise qui, au vu de la politique actuelle de Tokyo de relance du nucléaire, devrait avoir une augmentation assez élevée de la demande en uranium enrichi. Donc, on a des surcapacités, mais pas pour longtemps. Face à cela, face à ces surcapacités qui sont en place, on a une production d'enrichissement qui, depuis le début des années 2010, s'est reconfigurée majoritairement à la faveur de la Russie et de la Chine. À l'échelle globale, c'est les premiers graphiques que vous avez sur votre gauche, à l'échelle globale, on a un secteur de l'enrichissement de l'uranium qui est fortement concentré et qui va être contrôlé principalement par 4 grandes entreprises. Le russe Rosatom, 43%, ce que vous voyez en jaune, le consortium Urenco qui est un consortium semi-public qui appartient au gouvernement néerlandais, au gouvernement britannique et à 3 entreprises allemandes qui elles-mêmes appartiennent à des collectivités territoriales allemandes qui contrôlent à peu près 30% de l'enrichissement. Et puis après, vous avez les parties bleues et la partie rouge. En rouge, le chinois CNNC et en bleu, le français Orano. Et donc, on a un secteur qui s'est fortement concentré. On a quelques très petits producteurs aussi. On va avoir au Japon, au Brésil, en Argentine, des capacités d'enrichissement à vocation commerciale. Je laisserai de côté la question des capacités d'enrichissement iraniennes ou des capacités d'enrichissement nord-coréennes. Là, on est sur des éléments qui vont intervenir sur le marché de l'enrichissement. Donc, on a un secteur qui, comme vous voyez, est quand même fortement serré, fortement concentré. Et il s'est d'autant plus concentré, et là, j'attire votre regard sur la droite, sur l'autre graphique, que les capacités d'enrichissement se sont effondrées aux États-Unis au cours des années 2010, pour une raison sur laquelle on reviendra, qui est la privatisation du marché de l'enrichissement au cours des années 2010, qui va amener à la fermeture
des capacités propres américaines qui vont être un tout petit peu compensées par le fait que Urenco, cette entreprise à 3 têtes, à 3 pays, a ouvert une usine au Nouveau-Mexique, mais ça ne va pas compenser entièrement. Conséquence, alors que les Européens ne vont pas augmenter les capacités, que les États-Unis vont voir leurs capacités baisser, les seuls qui vont augmenter leurs capacités sont d'un côté les Russes et de l'autre côté les Chinois. Donc on a cette forte reconfiguration qui est en cours. Alors, on pourra ajouter une parenthèse tout de suite. Il y a 2 acteurs aujourd'hui qui envisagent d'augmenter les capacités. D'un côté, Orano, qui est dans le début du lancement d'une augmentation de sa capacité de son usine du Tricastin, à peu près 15%, de doubler, excusez-moi, de doubler la capacité de cette usine. Et de l'autre côté, il y a Urenco, qui aux États-Unis a annoncé, confirmé d'ailleurs il y a 2 jours, son intention d'augmenter de 15% sa capacité de son usine au Nouveau-Mexique. On a aujourd'hui un vrai problème, qui est un des éléments qu'on développe énormément dans le rapport, qui est que tous ces pays, tous ces acteurs européens et états-uniens ont un enjeu qui est que si on veut augmenter les capacités, on a besoin d'avoir une certitude sur le très long terme. On a besoin d'avoir une certitude qu'on a un retour sur investissement, puisque ces usines d'enrichissement, elles ont besoin de tourner en permanence. Donc, il y a besoin d'avoir des contrats qui sont assurés sur une dizaine d'années, voire plus d'une dizaine d'années. Et pour l'instant, c'est le frein, c'est ce qui bloque les décisions d'investissement supplémentaires. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation où on voit Rosatom qui est fortement dominateur? Alors, ce que vous voyez, les deux graphiques que vous voyez sont assez simples à lire. C'est à gauche la part de la Russie dans les importations de services d'enrichissement pour les centrales aux États-Unis, et à droite, c'est la même chose, mais pour les centrales européennes. Ce que vous voyez, c'est qu'on est en 2021 à peu près au même niveau, approximativement 30%, entre 25 et 30% des besoins d'enrichissement aux États-Unis comme en Europe viennent de Russie. Alors, en théorie, la Russie a des capacités d'enrichissement qui pourraient répondre à 50% de la demande mondiale en dehors de Russie. Si je retire la Russie, les usines de Rosatom pourraient répondre à 50% de la demande. Et si j'enlève encore la Chine, parce que la Chine est un marché fermé pour l'enrichissement, ça peut répondre à 60% de la demande mondiale. Leur capacité en interne à travers 4 sites, des sites qui sont dans l'Oural et en Sibérie. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation-là? Alors, il y a 4 facteurs principaux. C'est les facteurs que vous voyez affichés directement sur la présentation. Bon, d'abord, la Russie a hérité d'un appareil industriel pléthorique qui est un héritage de l'URSS, et en particulier un appareil industriel qui était à faible coût, non pas uniquement en raison du coût de la main-d'œuvre russe, mais aussi parce que la technologie, les Russes ont fait un saut technologique bien avant les Américains, bien avant les Européens, vers une technologie qui est beaucoup moins intensive en énergie, donc qui est moins chère à exploiter. Ça, c'est un premier point qui permet d'expliquer. Le deuxième point, c'est qu'à partir de la chute de l'URSS, les États-Unis ont signé des accords de désarmement nucléaire avec la Russie, et dans le cadre de ces accords de désarmement nucléaire, il y avait en fait un démantèlement des têtes atomiques russes pour être utilisé en uranium enrichi dans les réacteurs nucléaires américains pendant cette période qui a couru pendant toutes les années 90 et une bonne partie des années 2000. C'est quasiment 50% de la demande en uranium enrichi états-unien qui est venue de ce point-là. Donc ça a permis à la Russie de s'agripper sur le marché américain. La troisième raison, c'est une stratégie de vente de combustible nucléaire à l'étranger. La Russie a une stratégie qui est très développée de vente de réacteurs, mais les ventes de réacteurs sont toujours associées avec une vente de combustible et avec des capacités concurrentielles très élevées. Par exemple, des types de contrats qu'on appelle pay and forget. Et sur les contrats pay and forget, vous allez acheter le combustible nucléaire et vous n'allez même pas générer les déchets nucléaires parce qu'ils vont être rapatriés après en Russie, ce qui donne une force de vente plus importante, par exemple pas faire la France. Et enfin, une stratégie de diplomatie dédiée à l'exportation de l'enrichissement depuis les années 1970. Premier contrat d'exportation d'enrichissement, c'est 1971, mais une vraie stratégie diplomatique pour essayer, par exemple, dans le début des années 2010, le Kremlin est allé en Australie pour négocier avec le gouvernement australien qui interdisait la réexportation de l'uranium acheté à l'Australie par la Russie enrichi vers d'autres pays pour essayer de casser ces accords qui avaient été mis en place dès les années 1990. Donc on a comme ça des facteurs économiques, politiques, diplomatiques qui expliquent la domination de Rosatom. Attention, néanmoins,
à garder en tête que cette dépendance, entre guillemets, n'est pas à un seul sens. Pour Rosatom, la vente d'uranium enrichi, elle est fondamentale. Beaucoup diraient d'ailleurs que Rosatom a survécu grâce à la vente de l'uranium enrichi, qui lui a permis d'avoir des liquidités au moment où l'entreprise allait très mal au début des années 2000, et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est un élément d'enrichissement, un élément économique important pour l'entreprise. Aux États-Unis, juste pour aller très rapidement et pour compléter ce que j'ai pu déjà dire auparavant, aux États-Unis, finalement, la Russie est dans la place qu'elle connaît aujourd'hui parce que les États-Unis ont fait ce qu'on peut concrètement appeler des erreurs stratégiques, et en particulier la question de la privatisation dans les années, fin des années 90, début des années 2000, privatisation du marché de l'enrichissement sous la pression conjointe et des démocrates et des républicains, qui les deux souhaitaient voir cette industrie être sortie de la main du public pour être privatisée. La privatisation, ça a amené à la création d'une entreprise qui s'appelait USEC, et USEC a été mis en faillite au début des années 2010, plus capable de concurrencer, entre autres choses, l'uranium enrichi russe qui arrivait sur le marché. La mise en faillite a amené à la fermeture des deux usines du SEC aux États-Unis, qui n'ont été que partiellement compensées, ce que vous voyez sur la gauche, partiellement compensées par Urenco, puisqu'aujourd'hui, les États-Unis seraient capables de répondre à peu près à 40% de leurs besoins, plus souvent 20% en réalité. De leurs besoins internes. Donc, il y a eu un vrai problème autour de ces programmes de désarmement, mais pas uniquement. Il ne faut pas laisser de côté le fait qu'en interne aux États-Unis, certains exploitants de réacteurs nucléaires ont fait alliance avec Rosatom dans des débats juridiques pour essayer de limiter au maximum les sanctions ou les quotas d'importation d'uranium russe, pour une raison qui est très très simple, qui est qu'aux États-Unis, les exploitants de réacteurs nucléaires sont beaucoup plus sensibles à l'évolution des coûts du combustible qu'en Europe. Gardons en tête la difficulté du marché de l'électricité aux États-Unis depuis l'intervention des gaz de schiste dans le marché, qui a fait qu'un nombre important de centrales nucléaires ont dû fermer pour des questions économiques. Donc là, une simple variation du coût du combustible, même si elle reste faible, pourrait être dangereuse pour ces entreprises privées ou semi-privées qui pourraient faire faillite. Donc on a eu en interne une tentative de limiter la place, de limiter les quotas ou les stratégies de mitigation du risque russe sur le marché états-unien. Alors, ça a quand même fonctionné. Aux États-Unis, on a aujourd'hui un accord qui s'appelle le Russian Suspension Act, qui limite à peu près une vingtaine de pourcents la part d'uranium enrichi russe sur le marché nord-américain, mais c'est à peu près la seule chose qui aujourd'hui fonctionne vraiment. Ce qui pourrait à l'avenir, on peut l'évoquer très rapidement et revenir sur les questions, ce qui pourrait à l'avenir changer la donne, c'est les besoins du département de la Défense, qui a besoin d'avoir, pour le renouvellement du tritium qui sert aux armes nucléaires, d'avoir un enrichissement qui est entièrement autonome aux États-Unis. Et donc la renaissance, entre guillemets, de l'enrichissement nord-américain viendra peut-être du département de la Défense plutôt que de la question de l'énergie directement. Côté chinois, on a une situation qui est assez intéressante et qui est assez tendue. La Chine s'est lancée. Alors, d'abord, il faut déjà être très concret. On a beaucoup de mal à évaluer correctement les capacités d'enrichissement de la Chine, qui ne laissent que très peu d'informations circuler. Et finalement, on arrive à faire quelques calculs grâce à des images satellites. On connaît à peu près la capacité technologique de la Chine. Donc, on mesure la taille des usines d'enrichissement et puis on arrive à calculer avec ça approximativement les capacités d'enrichissement que peut avoir le pays. Mais il faut quand même les prendre avec des très grosses pincettes. La Chine aujourd'hui est à peu près en capacité d'autonomie complète pour répondre à ses propres besoins en interne, même d'avoir un petit surplus d'export potentiellement. Mais d'ici à une vingtaine d'années, en tout cas si le gouvernement chinois continue sur la lancée de développement du nucléaire qu'il a entraîné actuellement, d'ici une vingtaine d'années, les capacités d'enrichissement ne seront plus suffisantes pour répondre à la demande. Donc, cette stratégie d'autonomie, elle va demander de construire des nouvelles capacités d'enrichissement. Or, actuellement, on n'a pas d'image qui nous permette de certain qu'on a un vrai développement des capacités d'enrichissement. CNNC, le groupe chinois dont on parlait juste auparavant, avait un projet de développement d'une grande usine d'enrichissement dans le sud du pays qui a été empêché par des mouvements sociaux, des conflits environnementaux qui ont bloqué la construction de ce site. Et pour l'instant, il n'y a pas de
recherche d'autres sites. Puis un autre problème qui peut paraître un peu particulier ou un peu surprenant, c'est que l'industrie nucléaire chinoise, dans son ensemble, est divisée. En réalité, il n'y a pas un acteur CNNC, il y a trois acteurs. Il y a CNNC, il y a CGN, et puis il y avait un troisième acteur qui s'appelle SPIC. Mais CGN aimerait pouvoir casser le monopole sur l'enrichissement de l'uranium de CNNC pour une raison qui est très simple. CGN exploite des réacteurs nucléaires et CNNC vend de l'uranium enrichi à un prix qui est beaucoup plus élevé que celui du marché à CGN. Donc CGN aimerait bien pouvoir casser ce monopole en essayant soit d'aller acheter de l'uranium enrichi à l'étranger, ce qu'il fait déjà, parce que CGN fait déjà d'ailleurs, soit d'arriver à convaincre Pékin de le laisser construire ses propres capacités d'enrichissement, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. En tout cas, on n'est pas arrivé à un tel point. Néanmoins, une fois qu'on a dit qu'on a une situation dans laquelle, d'un côté, on a la Russie qui contrôle au travers de Rosatom 45% du marché de l'enrichissement, en tout cas des capacités d'enrichissement. De l'autre côté, les États-Unis se sont un peu écroulés. On parlera un peu des Européens plus tard. Est-ce que cette domination de la Russie, elle constitue réellement un risque géopolitique? Mais finalement, si on discute en termes de risques qui permettraient, de facteurs, pardon, qui permettraient au Kremlin d'utiliser de manière coercitive cette place sur le marché, elle est, pour être très honnête, limitée. Elle est limitée structurellement par la nature même de ce marché de l'enrichissement. Alors, on peut prendre 4 indicateurs pour essayer de comprendre ça. Bon, le premier indicateur, pour essayer de comprendre si la Russie, enfin si le Kremlin a peu utilisé ce marché de manière coercitive, c'est d'abord le contrôle politique sur Rosatom par le Kremlin. Alors, il est très clair, on n'a pas besoin de discuter trop longtemps, bien évidemment. Rosatom, qui est le seul acteur russe qui a le droit d'enrichir de l'uranium et de vendre l'uranium enrichi au travers de ses multiples filières, est contrôlé directement par le Kremlin, même si l'entreprise s'autonomise de plus en plus d'un point de vue financier. Laissez quand même un point de côté. Aujourd'hui, Rosatom arrive à autofinancer une bonne partie de ses projets, ce qui lui permet toutefois un tout petit peu s'autonomiser du Kremlin. L'autre possibilité qui pourrait permettre au Kremlin d'utiliser l'uranium enrichi comme un moyen de pression, ce serait s'il avait la capacité de rompre concrètement l'approvisionnement en contrôlant les moyens de transit. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La Russie ne contrôle pas les moyens de transit d'uranium enrichi. L'uranium enrichi qui est enrichi en France à Orano ou qui est enrichi à Gronau en Allemagne par Urenco ou à Almelo aux Pays-Bas par Urenco ne passe pas par le sol russe et ne transite pas par des entreprises qui appartiennent à la Russie. Donc le Kremlin n'a pas la capacité de rompre des moyens d'approvisionnement pour de l'uranium qui aurait été enrichi en dehors du sol russe, bien évidemment. Troisième point, donc c'est un risque assez faible. Troisième point, les pays qui pourraient être ciblés par cette rupture d'approvisionnement sont peu vulnérables. Pour une raison qui est très simple, qui est que l'uranium est une matière qui est à une densité énergétique extrêmement élevée, ce qui permet de constituer des stocks importants. Donc, au sein de l'Union européenne, on sait que les exploitants de réacteurs nucléaires ont environ 2 années en moyenne. 2 années, généralement c'est de 1 année et demie à 3 années, de stocks qui leur permettent de faire face à une rupture d'approvisionnement en uranium enrichi. Et c'est même sans compter le cas de certains pays qui ont constitué des stocks d'uranium enrichi propres, c'est le cas par exemple des États-Unis, qui ont leur propre stock d'uranium enrichi. Donc, les pays consommateurs sont moins vulnérables face à une rupture d'approvisionnement qu'on peut l'être, par exemple, face au gaz ou face au pétrole. Enfin, dernier élément, la Russie a une capacité d'action sur les prix du marché. On pourrait penser que, par exemple, une manière de contraindre un acteur, c'est de jouer sur les prix du marché pour les faire augmenter très fortement et avoir un effet coercitif sur lui. À l'heure actuelle, les prix du marché de l'enrichissement, la Russie n'a qu'une action capable de modérer sur ces prix-là. Donc finalement, si on prend tout ça ensemble, on a d'un côté la Russie qui quand même a la main sur presque la moitié des capacités d'enrichissement, mais il est difficile de traduire ça dans un vrai pouvoir géopolitique, à part pour, comme on le verra, quelques pays qui sont concernés. Alors, tout ça nous amène quand même à réfléchir et à revenir à un élément qu'on discutait en introduction, qui font que, quoi qu'il arrive, tout de même, ni les États-Unis ni l'Europe ne sont arrivés actuellement à imposer des sanctions sur Rosatom pour l'importation du combustible nucléaire. Les États-Unis ont imposé des sanctions sur Rosatom pour d'autres éléments. Éléments de construction de réacteurs nucléaires, éléments de vente de réacteurs nucléaires, mais pas sur le combustible. Pourtant, les Américains ont essayé, ce que vous voyez devant vous sur les slides, les Américains ont essayé ou essayent aujourd'hui de mettre en place des stratégies, non pas
pour empêcher complètement l'uranium russe de rentrer sur le territoire états-unien, mais pour essayer de donner des incitations en interne pour construire, augmenter les capacités d'enrichissement. Donc, c'est des incitations qui sont destinées au marché pour faire déclencher, que ce marché construise des nouvelles capacités d'enrichissement. Et là, on est sur un point qui est sensible, qui en fait qu'aujourd'hui, en réalité, ces actions-là sont très limitées et bloquées, c'est qu'il n'y a pas d'entente entre d'un côté les républicains et de l'autre côté les démocrates. Les démocrates aimeraient voir une action de l'État plus forte. Les démocrates aimeraient concrètement que l'administration américaine finance des capacités d'enrichissement, ce qui n'est pas le cas des républicains qui s'y opposent encore fortement. Et ça a comme conséquence que, par exemple, la première action, vous voyez, une interdiction totale de l'importation d'uranium enrichi russe. Pour l'instant, il y a 2 textes de loi qui sont débattus au Sénat et à la Chambre des représentants. Ces 2 textes de loi sont bloqués par ces débats internes entre les démocrates et les républicains. Alors, les autres stratégies, c'est par exemple d'augmenter la taille de la réserve stratégique d'uranium enrichi pour augmenter, pour quasiment la quintupler. Un autre point, c'est de conditionner les aides financières aux exploitants de réacteurs nucléaires états-uniens au fait de n'utiliser que de l'uranium enrichi aux États-Unis, ce qui est important puisque, si je reviens un peu en arrière, je vous expliquais que pour les exploitants de réacteurs nucléaires américains, la situation économique est particulièrement tendue, donc certains d'entre eux sont obligés d'aller chercher des financements, des subventions à l'État. Or, est mis en débat aujourd'hui le fait de conditionner ces subventions au fait d'avoir uniquement l'uranium enrichi aux États-Unis. Et le dernier point, c'est la proposition qui est passée, ce texte de loi est passé, de créer une branche exécutive directement à côté du président pour mettre en place une diplomatie dédiée à la vente de réacteurs nucléaires et aussi à la commercialisation d'uranium enrichi à l'étranger. Donc, on a des actions limitées par des conflits en interne. Côté européen, on a très clairement des ratés. Côté européen, la situation est assez simple. Quasiment tous les pays européens ont mis en débat la possibilité de mettre des sanctions sur l'importation de combustible nucléaire russe, mais tous ces débats ont été bloqués par la menace de veto qui a été opposée par la Hongrie. À chaque fois, dans le 11e package de sanctions, la Lituanie, la Pologne avaient fait pression pour qu'on fasse rentrer les combustibles nucléaires dans ces sanctions. À chaque fois, la menace de veto de la Hongrie a fait capoter tout ça. Et pourtant, il faut garder en tête que l'Union européenne, au travers d'une agence, l'ESA, a les capacités administratives d'empêcher l'uranium russe de rentrer sur le territoire européen, puisque, rappelons-le, à l'heure actuelle, l'ESA est le seul acteur qui a le droit de signer des contrats d'approvisionnement en combustible nucléaire, en uranium enrichi, pour les pays membres de l'Union européenne. Donc, l'ESA pourrait ne pas ratifier, ne pourrait pas signer les contrats d'approvisionnement entre un exploitant de centrale belge et la Russie, si elle le souhaitait. Et plus encore, pour tous les contrats qui dépassent 10 années, il faut avoir l'aval de la Commission européenne. Donc, en fait, l'ESA pourrait avoir ces capacités de sanction. Or, depuis 1957, tous les pays européens, une bonne partie d'Européens, la France d'ailleurs parmi eux, ont fait en sorte de limiter les pouvoirs théoriques et juridiques de l'ESA, ce qui a fortement empêché toute stratégie de mitigation du risque russe sur le marché du combustible nucléaire en Europe. Comment est-ce que l'Europe intervient alors? En fait, elle va intervenir d'une manière détournée au travers de financement de programmes de recherche pour essayer de développer en Europe des capacités, non pas d'enrichissement d'uranium, mais des capacités d'assemblage de combustible dédiées aux réacteurs nucléaires de technologie soviétique qui sont présents en Europe centrale et en Europe de l'Est. Donc, en fait, l'Union européenne met de l'argent pour qu'il y ait des programmes de recherche pour essayer d'avoir des approvisionnements spécifiques pour ces réacteurs nucléaires. Alors, c'est des programmes qui ont démarré en réalité en 2014 après la première invasion russe de l'Ukraine. Donc, l'Union européenne a des programmes de mitigation un peu détournés et pour l'instant, on est clairement dans un échec pour essayer de mettre en place des sanctions plus fortes face à la Russie. Autre point qui est par contre bien mis en image par l'Union européenne, pour l'Union européenne aujourd'hui, et particulièrement pour l'ESA, pour l'Agence d'approvisionnement en combustible nucléaire, le principal risque qui pèse sur l'Union européenne ne vient pas tant de cette concentration des capacités d'enrichissement en Russie que des difficultés à transporter l'uranium et les combustibles l'uranium enrichi jusqu'en Europe. Pourquoi? Tout simplement
pour deux raisons. Il y a de moins en moins de ports qui acceptent les matières radioactives et il y a de moins en moins d'armateurs, de porte-conteneurs, qui acceptent de gérer ce qu'on appelle les matières de classe 7, qui sont les matières dites radioactives. Pour avoir une idée en tête, on a quasiment un quart des 100 premiers ports de porte-conteneurs au monde qui refusent les matières classe 7 et on a seulement 3 des grandes alliances d'armateurs qui acceptent aujourd'hui ces classes 7. Alors, vous voyez, il y a plusieurs raisons pour y revenir dans les questions, mais ce qui amène ça, c'est plusieurs éléments. Un premier élément, c'est par exemple le fait que certains de ces ports sont opérés par des collectivités territoriales qui elles-mêmes sont exploitées, enfin sont dirigées par des partis politiques antinucléaires. C'est le cas du port de Hambourg. Une partie du port de Hambourg est interdite à l'arrivée des matières radioactives en raison de la présence des écologistes dans l'équipe gouvernementale de l'État de Hambourg. Mais pour beaucoup, en réalité, c'est surtout des arbitrages économiques. De mettre aux normes pour accepter ces capacités-là, ça demande des frais qui sont assez importants, alors que les volumes de matière sont très faibles et donc le rapport coût-bénéfice est trop peu important pour pouvoir y aller. Ce qu'on va voir aussi, et c'est un autre enjeu, c'est que du côté des armateurs, on a actuellement une concentration très forte des alliances d'armateurs. Or, si dans une alliance d'armateurs, vous avez un acteur qui décide de ne pas ne pas transporter des matières de classe 7, des matières radioactives, ça va se répercuter sur tous les autres armateurs. Donc, les fusions qu'on connaît aujourd'hui dans le marché du transport maritime a comme conséquence un vrai danger qui est de pouvoir limiter le nombre d'acteurs qui accèdent ces matières. Dernier point qui est quand même important qu'il faut mentionner, c'est le risque assurantiel. De plus en plus de ports ne trouvent pas d'assureurs pour certains types de matières radioactives, non pas en raison d'accidents. Il n'y a jamais eu à l'heure actuelle d'accident qui a amené une contamination extérieure due au transport de matières radioactives. Mais par exemple, pour prendre un exemple très très simple, dans un port nord-américain, à un moment donné, vous avez un conteneur qui est tombé. Parce que ce conteneur est tombé dans lequel il y avait des matières radioactives, le port a dû être fermé pendant 3 jours. Ce qui a entraîné après rupture du contrat d'assurance. Donc ça, c'est un des risques qui est croissant et qui attire l'attention particulière en Union européenne. Face à ça, on va voir, on pourra en discuter un peu plus que le temps file et il faut me faire des signes si je parle trop. Face à cela, on a finalement très peu, on y reviendra au travers des cartes, on a très peu de pays qui aujourd'hui tentent d'entrer sur le marché de l'enrichissement de manière commerciale. Pour le simple fait, j'en ai déjà parlé, c'est une question de coût d'entrée sur ce marché qui est très, très élevé. Aujourd'hui, l'acteur qui est peut-être le plus intéressé ou le plus motivé, c'est l'Arabie Saoudite. Au début de cette année, en 2023, le ministre de l'Énergie saoudien a répété sa volonté d'avoir une capacité d'enrichissement propre dans le cadre du développement de son programme nucléaire, avec la volonté d'être autonome entièrement pour la fabrication du combustible. L'Arabie Saoudite dispose de gisements d'uranium, faible qualité, il semblerait, mais tout de même des gisements d'uranium, aidés par la Chine, parce que les Chinois qui aujourd'hui aident l'Arabie Saoudite à développer ces gisements d'uranium. Et le pays aimerait pouvoir être en capacité d'être totalement autonome sur la fabrique, l'extraction de l'uranium, l'enrichissement, l'assemblage des combustibles. Alors, ça amènera quand même des difficultés en interne, puisque si l'Arabie Saoudite souhaite acheter des réacteurs nucléaires nord-américains, elle a l'obligation d'abandonner son droit à l'enrichissement de l'uranium. Donc, ça amènera probablement l'Arabie Saoudite vers d'autres acteurs pour acheter ces réacteurs, peut-être la Chine, peut-être la Russie. De l'autre côté, ce que vous voyez sur la partie droite de l'écran, c'est que face à des pays qui ont essayé d'accéder à l'enrichissement de l'uranium, et face à un point qu'on n'a pas encore abordé, mais sur lequel on pourra aller, que vous connaissez très certainement, et qui est le risque de prolifération qui est lié à l'enrichissement de l'uranium. La voie de l'uranium est un des chemins d'accession aux matières fissiles nécessaires à un armement nucléaire. La communauté internationale a essayé de mettre en place des stratégies d'internationalisation pour éviter que des pays disposent eux-mêmes de capacités d'enrichissement, pour essayer de dissuader des acteurs de développer leur propre capacité d'enrichissement. Pas quelque chose de neuf, on en parle dès 1946, à chaque fois avec échec. Ces stratégies, c'est quoi? Certains acteurs, par exemple l'Allemagne, proposent de prendre un territoire en Allemagne, de le mettre sur un statut complet d'extraterritorialité, de donner son contrôle à l'Agence internationale à l'énergie atomique et d'y enrichir de l'uranium pour après l'exporter vers des pays qui en auraient besoin. Donc là, c'est vraiment une internationalisation au sens pur du terme, c'est-à-dire que c'est
l'enrichissement n'appartiendrait plus à un pays, mais appartiendrait à une organisation internationale, qui n'est pas le cas, vous l'avez bien compris, jusqu'à présent. L'autre possibilité qui a été faite dans ces politiques d'internationalisation, c'est l'idée de mettre en place des banques d'uranium enrichi. Alors, il en existe deux à l'heure actuelle, hein, une en Russie et une au Kazakhstan. Celle qui est en Russie, elle est sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, mais elle est très clairement plutôt contrôlée par Rosatom et par le Kremlin. Celle au Kazakhstan, elle est vraiment sous le contrôle de l'AEIA, mais il faut avoir en tête que leur contenance reste extrêmement faible. Hein. Si je prends celle du Kazakhstan, hein, qui est à Roscommon, on a l'équivalent d'une recharge d'un réacteur nucléaire. Donc, on est sur des volumes qui sont quand même très, très faibles et qui, du coup, sont difficiles pour arriver à convaincre un acteur de ne pas lui-même développer ses propres capacités d'enrichissement. Et puis, vous avez la politique sur laquelle tout le monde s'entend parce que c'est la moins chère à mettre en place et c'est celle qui a le moins de problèmes sur le marché, qui est simplement de mettre des assurances de marché. Qu'est-ce que c'est qu'une assurance de marché? C'est une assurance sur laquelle un importateur d'uranium enrichi, un exploitant de centrale nucléaire, en clair, va signer un contrat d'approvisionnement avec un enrichisseur et sous l'égide de l'AEIA, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il va signer avec un troisième acteur, un autre enrichisseur, un contrat de support. Si jamais il a le premier acteur qui fait défaut, il peut se tourner vers le deuxième acteur. C'est aujourd'hui la politique d'internationalisation qui est la plus développée, à nouveau pour deux raisons. La première, c'est qu'elle ne coûte pas grand-chose à l'AEIA, qui a, comme toujours, des problèmes de budget. Et de l'autre, les pays européens, les pays nord-américains qui eux-mêmes ont des capacités d'enrichissement, perçoivent ça comme un moyen de ne pas trop avoir de problèmes sur leur marché ou de pas trop de concurrence sur leur marché. Enfin, j'arrive presque à la fin, enfin, il faut aussi avoir en tête deux derniers points qui sont importants. L'avant-dernier point, c'est que jusqu'à présent, je vous ai parlé dans une situation qui est une situation avec des réacteurs nucléaires actuels. Ce sont des réacteurs qui ont besoin, je vous le disais, de capacités d'enrichissement à 5%. Or, on sait qu'un nombre important de réacteurs nucléaires en développement actuellement, 75% des réacteurs nucléaires en développement actuellement, enfin qui sont considérés comme en développement actuellement, vont utiliser de l'enrichissement supérieur à 5%. Entre 5 et 20%, on appelle ce type de combustible, vous le voyez, c'est écrit en bas à droite, des combustibles HALEU. Et ces combustibles, en fait, ils utilisent de l'uranium entre 5 et 20%. Pourquoi? Pour deux raisons très simples. Plus mon taux d'enrichissement est élevé, plus ma centrale nucléaire peut être petite. C'est le premier point. Puis deuxième point, plus mon taux d'enrichissement est élevé, plus longtemps je vais pouvoir utiliser mon combustible. Donc on a un intérêt à augmenter. Or, à l'heure actuelle, et au moment où on parle encore, il n'existe pas de filière d'enrichissement pour ce type de combustible. Alors, on a un vrai problème. La seule filière qui existe, elle est russe. Seule la Russie avait actuellement des capacités industrielles. Vous pouvez le faire de deux manières. Soit vous enrichissez jusqu'à 20%, seuls les Russes peuvent le faire actuellement, soit vous prenez de l'uranium qui a été enrichi pour une arme nucléaire, vous démontez l'arme nucléaire, là on est plutôt aux alentours de 80%, puis vous baissez, vous mélangez l'uranium enrichi à 80% avec de l'uranium naturel pour le baisser jusqu'à un taux qui est acceptable. Or, vous l'avez bien compris, les stocks d'armement nucléaire ne sont pas extensifs, pas renouvelables, et donc on a besoin d'avoir une autre filière. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'avoir une autre filière? En fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne peut pas utiliser les usines qui sont construites et qui permettent d'enrichir jusqu'à 5% pour aller jusqu'à 20%. Alors, on ne peut pas le faire pour une raison principale, qui est que les risques, là, je ne parle pas de risque géopolitique, je parle vraiment de risque technologique. Les risques technologiques, quand on passe à 20%, sont vraiment différents de ceux à 5%. Et donc, il faut des usines dédiées. Il faut des usines qui sont calibrées physiquement mais aussi qui ont une autorisation. Or, actuellement, aux États-Unis, on a seulement un petit démonstrateur qui a l'autorisation pour aller jusqu'à 20%. En Europe, il n'y en a aucun. Il n'y a aucune, au moment où on parle, on revient dessus dans les questions, au moment où on parle, il n'y a pas de politique européenne de développement de combustibles HALEU. Alors, il y a une raison qui l'explique, c'est qu'en Europe, aujourd'hui, on privilégie plutôt le développement de petits réacteurs nucléaires qui n'auront pas forcément besoin de HALEU. Alors qu'aux États-Unis, c'est le cas. Mais néanmoins, pour l'instant, on n'a pas de politique européenne dédiée à cette question-là. Pour les réacteurs commerciaux, on en parle un peu pour les réacteurs de recherche, mais sur un point qui est assez faible. Enfin, dernier point sur lequel je vais vous amener, sur lequel on débat dans le rapport, qui est un point un peu technique, mais qui est extrêmement important, qui est la possibilité de mieux utiliser les capacités d'enrichissement que l'on a aujourd'hui.
Finalement, si demain, on ne pouvait plus accéder à l'enrichissement russe, soit on construit des nouvelles capacités. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est compliqué, c'est complexe, ça prend du temps, ça demande beaucoup d'argent. Soit il y a une autre possibilité qui est de rationaliser les capacités d'enrichissement que nous avons déjà aujourd'hui. Et là, en fait, il faut avoir en tête comment fonctionne l'enrichissement de l'uranium. En fait, l'enrichissement de l'uranium fonctionne de manière assez simple. Pour avoir un même volume, c'est les graphiques que vous avez sur votre gauche, pour avoir un même volume d'uranium enrichi, 1 kg d'uranium enrichi, on peut le faire de deux manières. Soit on va faire rentrer l'uranium naturel et on va utiliser beaucoup les capacités d'enrichissement. On va les utiliser énormément. Dans quel cas j'ai besoin d'avoir peu d'uranium naturel en entrée. Soit, au contraire, j'utilise peu l'accélération de l'enrichissement, j'utilise peu d'enrichissement au milieu. Et là, au contraire, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'uranium naturel en entrée. Donc, en fait, l'enrichissement de l'uranium, c'est toujours une balance entre est-ce que ça coûte plus cher d'importer de l'uranium naturel ou est-ce que ça coûte plus cher d'utiliser mes capacités d'enrichissement. Actuellement, les capacités d'enrichissement, elles ne coûtaient pas grand-chose. Donc, on les utilisait beaucoup. Ça permettait de sauvegarder de l'uranium naturel. Si demain, on n'a plus accès à autant d'enrichissement de l'uranium, on a une possibilité qui est de consommer plus d'uranium naturel. Alors là, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est que les capacités d'extraction d'uranium, elles ont baissé. Elles ont fortement baissé, alors sous le coup de la chute du prix de l'uranium, aussi il faut le dire, hein, sous le coup de la crise sanitaire qui a fait fermer une partie des mines, hein, je pense particulièrement aux mines canadiennes qui ont été mises à mal par la crise sanitaire. Donc on a déjà du mal à extraire cet uranium. Certains acteurs sont en demande d'uranium naturel, hein, c'est le cas de la Russie et de la Chine, hein, qui paradoxalement n'ont pas des gisements d'uranium naturel très développés en interne. Donc ça, c'est le premier problème, c'est que déjà, de toute façon, on a du mal à avoir l'uranium naturel. Puis il y a un autre problème, si vous vous en souvenez, tout au début, hein, je vous montrais la chaîne de la production du combustible, et juste avant l'enrichissement, on parlait d'une chose qui s'appelle la conversion de l'uranium. C'est quand on sort l'uranium du sol, avant de le mettre dans l'enrichissement, on doit le convertir dans un truc qu'on appelle de l'UF6. Et en fait, on a un problème là, c'est que les capacités de conversion, elles sont elles aussi limitées à l'échelle mondiale, très fortement. C'est le camembert que vous voyez à droite. Hein. Elles sont limitées fortement. On essaye de les redémarrer aujourd'hui, mais on a du mal à les redémarrer. Elles sont limitées. Rosatom dispose, hein, comme vous voyez, de quasiment aussi 1/5 des compétences, des capacités mondiales pour convertir cet uranium. Et donc, aujourd'hui, il est extrêmement compliqué de faire cette stratégie de rationalisation des capacités d'enrichissement. Donc tout ça, ça nous amène dans une situation où finalement, si on met bout à bout toutes les choses, et ce qu'on amène à dire dans le rapport, on est dans un moment où on a besoin de prendre des décisions rapides, hein, de construction de nouvelles capacités d'enrichissement, particulièrement si on veut se défaire des capacités russes. Et en même temps, de l'autre côté, les exploitants de réacteurs nucléaires, eux, ont besoin de signaux. Ils ont besoin de savoir est-ce que, oui ou non, on va les empêcher de chercher de l'uranium enrichi en Russie. Et donc, s'ils vont, oui ou non, signer des contrats d'approvisionnement avec des enrichisseurs européens ou américains. Donc, les enrichisseurs demandent à avoir des signaux politiques face à cette rupture ou pas de l'approvisionnement russe. Les exploitants de réacteurs nucléaires en ont aussi besoin d'avoir des signaux pour savoir est-ce que oui ou non ils se défont de leur approvisionnement russe. Mais quoi qu'il arrive, les décisions doivent être prises actuellement puisque la construction d'une usine d'enrichissement prend du temps et ne peut pas être mise en fonction. Hein, si on prend le cas Orano, par exemple, envisage, hein, si elle augmente effectivement ses capacités d'enrichissement, n'envisage pas d'avoir une mise en fonction de nouvelles capacités avant 2027-2028. On a besoin d'avoir des décisions qui sont prises. Merci, et j'en arrive, il me semble, si je fais de bêtises, à la fin. Merci infiniment, Théva, pour cette présentation très passionnée et très claire. Je pense ne pas être le seul, étant donné qu'il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat. Alors, je vous propose qu'on enchaîne avec vous, Roman. Vous allez nous parler des cartes, et donc je vais vous laisser la parole. Alors, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Roman Dinadia, je suis analyste et cartographe chez Cassini. Pour ce rapport, on a constitué un corpus de 3 cartes. Leur objectif, c'était de mettre en lumière les enjeux géopolitiques et les évolutions de la filière d'enrichissement d'uranium à l'échelle mondiale, donc pour illustrer un petit peu ce que Théva vient de nous raconter. Pour les réaliser, en termes de sources et de données, on s'est basé évidemment sur les analyses que Théva nous a présentées, mais aussi sur les données de la World Nuclear Association et de l'AIEA, ainsi que les bases de données enrichisseurs.
Donc, la première carte que vous voyez, je pense. Très bien. Donc, alors, l'objectif de cette première carte, c'était de montrer que, certes, on a une filière d'enrichissement de l'uranium qui est en claire surcapacité, mais cette surcapacité va être, comme Théva nous l'a expliqué, rattrapée par l'augmentation des besoins, notamment avec l'entrée sur le marché dans le futur de beaucoup de nouveaux pays. Pour la réalisation de cette carte, un des principaux défis, c'était de représenter les réacteurs existants et en projet, parce que, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Et on a fait le choix de privilégier plutôt les réacteurs existants plutôt que de lister tous les différents projets afin de faire ressortir la demande actuelle. En parallèle, pour signifier l'augmentation des besoins à venir, on a utilisé deux mécanismes. On a fait des aplats de couleurs pour noter les pays qui souhaitaient développer leur capacité nucléaire. Donc, c'est tous les pays que vous voyez en jaune. Et on a utilisé un figuré ponctuel unique, même si c'est plusieurs projets, pour montrer tous les différents projets pour chaque pays qui vont amener une augmentation de la besoin en uranium enrichi. On a aussi distingué de deux couleurs les types de réacteurs afin de voir en bleu les réacteurs à eau lourde, donc ceux qui ne nécessitent pas ou très peu d'uranium enrichi, et en orange, vous voyez les réacteurs qui vont, eux, nécessiter une grande quantité d'uranium enrichi. Et c'est là qu'on voit effectivement que la demande va être amenée à augmenter. On voit d'ailleurs que quelques pays avaient adopté une stratégie un peu alternative. Ils favorisaient donc le développement des réacteurs à eau lourde. D'ici, je vois clairement donc l'Inde, le Canada, on a l'Argentine aussi, la Corée. Mais le coût de cette stratégie les a forcés à la repenser. Ce qui ne va pas résoudre la question de l'approvisionnement sur le temps long, puisqu'on voit clairement, par exemple, que l'Inde, la majorité de ses nouveaux projets ne sont pas des réacteurs à eau lourde, mais plutôt ceux qui nécessiteront beaucoup d'uranium enrichi. En ce qui concerne l'offre, on a eu un peu une réflexion sur comment matérialiser cette offre, puisqu'on a quatre grandes compagnies commerciales qui fournissent de l'uranium enrichi, mais qui ont plusieurs sites. On a fait le choix de localiser les capacités d'enrichissement par site et non par pays, notamment parce que Urenco est un consortium, ce qui posait la question de où placer le cercle d'enrichissement de Urenco. Donc là, ce que vous voyez sur la carte en cercle proportionnel, c'est la capacité d'enrichissement de chacun des sites. Et en légende, vous voyez ce que Théva nous a montré tout à l'heure, la capacité de chaque compagnie en enrichissement. On voit clairement que les cinq acteurs principaux produisent en l'état beaucoup plus que nécessaire. C'est le petit graphique que vous avez en bas à gauche. Mais au vu de cette demande à venir, en tout cas en prévisionnel, les capacités d'enrichissement vont devenir insuffisantes par rapport à la demande qui risque d'arriver. La deuxième carte visait à montrer un petit peu la recomposition progressive du marché de l'uranium enrichi, notamment à l'aune de cette augmentation probable de la demande. On a d'abord reproduit les capacités de production de chaque site, avec aussi les annonces d'augmentation de production. Vous voyez cette fois-ci chacun des cercles qui montrent les augmentations, et on voit que les degrés sont totalement différents, puisqu'en Europe, par exemple, il n'y a que Orano qui envisage une augmentation significative, 47% de la production, une augmentation de plus de 47%. Urenco se limite, et même la Russie est relativement limitée, on a une augmentation de grosso modo plus 38%. En parallèle, on a fait figurer les acteurs qui tentent de se positionner dans cette filière, donc Théva en a parlé tout à l'heure, c'est ce que vous voyez les pays en jaune, et on voit que finalement, à l'aune de tous les pays qui vont développer des capacités nucléaires, très peu vont se positionner sur le marché de l'enrichissement. Même le Brésil, qui avait signé un contrat d'approvisionnement avec l'Argentine en 2016, n'a pas renouvelé l'expérience. On a aussi fait figurer les routes commerciales qui permettent l'acheminement de l'uranium enrichi, qui sont menacées par la multiplication des ports qui interdisent le transit, le chargement ou le déchargement de cette matière. Et enfin, on a voulu positionner un petit peu la Chine comme un acteur qui cherche à s'imposer dans cette recomposition comme un acteur incontournable. Donc là, vous voyez en aplat de couleur et en figuré ponctuel de couleur rouge, tous les pays où la Chine va avoir un intérêt dans la chaîne de production d'uranium enrichi. Ça va être par des projets de construction de centrales ou simplement des intérêts dans des mines d'uranium. Et ensuite, les trois flèches rouges que vous voyez qui sont vers les pays avec lesquels la Chine a un contrat d'approvisionnement en uranium enrichi. Pardon. On voit donc clairement que la Chine se positionne pour devenir un acteur central du marché. Elle prévoit d'ailleurs une augmentation assez significative de sa production, puisque ces trois sites d'enrichissement envisagent une augmentation d'environ 50% de leur capacité chacune.
Elle multiplie aussi ses participations dans les mines d'uranium au Canada, en Afrique, en Asie centrale. Elle développe des projets de réacteurs un peu partout dans le monde. Et ensuite, donc, je vous ai parlé des contrats d'approvisionnement qui lui garantissent un marché pour sa production. La dernière carte, si je ne me trompe pas de bouton, voilà. La dernière carte a pour objectif de montrer qu'au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie reste quand même un acteur dominant dans le secteur de l'uranium enrichi. Dans un premier temps, on a choisi de faire ressortir sa position un peu indispensable dans la chaîne de valeur via les réacteurs dont Eva vous a parlé, ces fameux réacteurs VVER. Ce sont les réacteurs qu'elle exporte dans beaucoup de pays. Là, vous les avez figurés en petits pictogrammes carrés, des petits carrés orange que vous voyez sont ces types de réacteurs. Chaque carré représente un réacteur. On a aussi fait apparaître les projets de ces types de réacteurs. Et ces réacteurs ne fonctionnent évidemment, comme Théva l'a dit, qu'avec un combustible spécifique que seule la Russie, ou presque, sait produire, ou en tout cas produit. Ce système-là garantit à la Russie un grand nombre de contrats d'approvisionnement en uranium enrichi avec les pays qui vont avoir ces types de réacteurs-là. C'est ce que vous voyez en aplat de couleur. Les pays en aplat de couleur rouge sont ceux qui bénéficient de ces contrats d'approvisionnement. Dans un deuxième temps, on a essayé de représenter les différentes stratégies des pays pour essayer de s'extraire de cette dépendance. En aplat de couleur marron, vous voyez les pays, par exemple, comme la Tchéquie ou la Suède, qui ont annulé leur contrat d'approvisionnement avec la Russie. D'autres, comme la Slovaquie ou la Bulgarie, ont entamé une diversification dans leur approvisionnement en fuel compatible pour les réacteurs VVER. Donc, ils continuent à avoir des approvisionnements russes, mais ils essayent de diversifier aussi les sources. Là, c'est symbolisé par le diamant vert. On voit aussi que 5 membres du G7 ont annoncé vouloir limiter l'influence russe dans le secteur de l'enrichissement et de l'uranium. 6 pays, notamment la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suède, l'Espagne et le Canada, se sont positionnés en ce sens. Certains enrichisseurs, comme Théva vous l'a mentionné, ont d'ailleurs commencé à développer des capacités de production de fuel compatibles pour le VVER. Ce sont ceux que vous voyez représentés par un double diamant vert. Et le Canada a imposé un embargo sur l'importation d'uranium enrichi russe, ce qui, honnêtement, ne lui coûte pas forcément beaucoup, puisque de toute façon, elle n'en importe pas. On voit cependant que cette volonté d'extraction n'est pas forcément partagée par tous, d'extraction de la dépendance russe évidemment, n'est pas partagée par tous puisque beaucoup de pays continuent à faire appel à la Russie pour le développement de nouveaux réacteurs nucléaires qui vont être de type VVER et sont en négociation ou en projet de contrat d'approvisionnement en uranium russe. Donc vous avez ici le Brésil notamment, que je vois très clairement là sur la carte. Je vois la carte d'un petit peu loin, je n'ai pas mes lunettes, c'est pour ça que... Enfin, on voit que beaucoup de stratégies, de changements dans les stratégies vis-à-vis de la Russie s'opèrent en Europe. C'est pour ça qu'on a essayé de faire ce zoom un petit peu qui masque malheureusement une partie de la carte, mais qui permet de voir un petit peu plus précisément ce qui se joue en Europe. On voit clairement qu'au sein de l'Union européenne, le positionnement des acteurs est pour le moins ambigu. On voit par exemple la France qui en même temps se positionne pour devenir un producteur alternatif de combustible de type VVER, mais en même temps elle garde une position un petit peu ambiguë sur la question d'inclure Rosatom dans les sanctions suite à l'invasion de l'Ukraine. La Hongrie, quant à elle, Théva en a parlé tout à l'heure, est à la fois ouvertement opposée aux sanctions contre Rosatom et elle, contrairement aux autres pays que j'ai listés tout à l'heure, a maintenu ses contrats d'approvisionnement et elle a même commandé de nouveaux réacteurs russes de type VVER. Voilà pour la description des cartes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Roman. Alors, écoutez, de nombreuses questions sont arrivées. Je pense qu'on a reçu toutes les questions d'un bloc. Donc, effectivement, il y en a beaucoup. Donc, je vais un peu les regrouper pour tous les deux. Hein. Vous me dites, je vais les distribuer. Quel avenir pour le recyclage d'uranium, notamment avec le français Orano et le MOX comme remplacement du traditionnel enrichissement? Et la deuxième question, l'Arabie saoudite qui essaie d'avoir une capacité d'enrichissement, mais quid du voisin iranien? Qui veut se lancer? Je vais me lancer sur le MOX. Merci beaucoup pour cette question. Sur le MOX, le MOX c'est un type de combustible qui est utilisable dans ces réacteurs nucléaires qui logiquement ont besoin d'uranium enrichi, sauf que c'est un combustible qui n'utilise pas d'uranium enrichi lui-même, il va utiliser un mélange avec du plutonium qui est issu du retraitement des combustibles usés et de l'uranium de retraite. Alors, votre question, elle amène deux réponses. La première, elle est qu'on a un problème réel qui est qu'en réalité, aujourd'hui, pour utiliser du MOX, il faut deux choses. Il faut d'abord des usines pour le produire. Il y en a très peu dans le monde.
quasiment qu'une seule qui est vraiment opérationnelle, qui est l'usine française. Et l'autre, les Américains ont d'ailleurs décidé de ne pas construire un usine, ils ont fait marche arrière. Et l'autre qui est l'autorisation des réacteurs nucléaires. Que les réacteurs nucléaires doivent être autorisés pour utiliser le MOX. Donc, le MOX peut être une réponse au manque d'enrichissement, mais sur un temps qui est moyen ou long, puisqu'il faut d'un côté arriver à construire les usines et l'autre, il faut arriver à faire autoriser les réacteurs nucléaires. Donc, ce n'est pas une réponse qui peut rapidement se permettre de se désengager de la pression russe sur le marché de l'enrichissement. Non, je veux dire complément. Non, très bien. Sur la deuxième question, sur la capacité d'enrichissement de l'Arabie saoudite et de son voisin iranien. Alors, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée dans le rapport, finalement, comment on prend en compte la question iranienne. Alors, d'abord, le choix saoudien de développer une capacité de maintenir la possibilité d'enrichir de l'uranium, il est bien évidemment influencé par l'Iran. D'ailleurs, le ministre de l'Énergie l'a redit, tant qu'il y aura la possibilité de considérer avoir un Iran qui enrichit l'uranium, l'Arabie saoudite va se permettre de pouvoir le faire. Donc, très clairement, ça a une influence. L'Iran, par contre, n'a pour le moment pas d'influence en tant qu'enrichisseur sur le marché, puisque le discours officiel de l'Iran est de dire que l'enrichissement va servir à ses réacteurs nucléaires. Pour l'instant, en fait, le réacteur est approvisionné par la Russie, ou bien pour produire, on n'en a pas parlé, mais des isotopes médicaux. L'enrichissement de l'uranium, ça permet aussi d'alimenter le secteur médical. Mais pour l'instant, en tout cas, l'Iran n'exporte pas sur les marchés, ce qui n'est pas une impossibilité dans l'avenir. Un autre pays auquel on n'a pas parlé, mais qui est peut-être plus intéressant, c'est le Pakistan. Puisque si l'Arabie saoudite doit se fournir en technologie d'enrichissement à l'étranger, il n'est pas impossible qu'elle se fournisse auprès du Pakistan qui détient la technologie d'enrichissement. Merci. Des compléments? Très bien. Je vais réunir beaucoup de questions et quelque part le message que l'on a dans certaines questions du chat, c'est est-ce que vous ne seriez pas un petit peu trop optimiste, Teva? Notamment, pourquoi optimiste? Vous indiquez en Occident un stock de 2 ans de combustible nucléaire comme si ce chiffre était suffisant. Le problème avec ce stock est insuffisant si on tient en compte de la durée du processus de production de 18 à 24 mois. Quelque part, est-ce que l'Occident est-il réellement à l'abri des pressions géopolitiques sur son approvisionnement en uranium? Et je vais la compléter par deux autres questions qui font un parallèle entre, au final, la situation que l'on a observée, notamment sur le gaz avec Gazprom. La question est la suivante. Vous allez voir, c'est un peu le même genre d'ordre d'idée. L'autonomie financière de Rosatom était valable pour Gazprom aussi. La stratégie de Rosatom reposant sur les exportations et la volonté d'apparaître en fournisseur fiable était valable aussi pour Gazprom. Pourtant, Gazprom a fortement limité ses approvisionnements dans l'Union européenne. Le risque de rupture en approvisionnement par Rosatom est-il limité? Alors, à nouveau, il y a 2 réponses. La première, je ne suis pas si optimiste que ça, puisque je finis la présentation en disant qu'il y a besoin de prendre des décisions rapides sur la capacité d'enrichissement, et je le crois réellement. La présentation portait plus sur la capacité coercitive d'une rupture d'approvisionnement direct. C'est-à-dire, de la même manière qu'on coupe le gaz, est-ce qu'on peut couper l'approvisionnement en uranium enrichi? L'effet n'est pas le même. L'effet est clairement pas le même parce qu'on a des stocks qui sont plus longs, même s'ils sont réduits, ils sont plus longs. Il y a une autre particularité qui est différente de celle du gaz, c'est la fluidité. C'est-à-dire que finalement, on peut rapidement, pas comme avec des pipelines qui seraient fixes, on peut rapidement, plus facilement, rerouter des approvisionnements en uranium enrichi d'un endroit à un autre au besoin. Ce qui est vrai pour l'uranium enrichi. Ce qui n'est pas vrai pour les combustibles à la fin, puisque les combustibles, eux, sont vraiment spécifique à un réacteur nucléaire. Donc, ma réponse, elle est, attention, je dis bien qu'il y a besoin, à mon sens, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un besoin, si on veut complètement se libérer de la Russie, de construire, mais de l'autre, il faut avoir raison garder et savoir qu'effectivement, il n'y aura pas les risques de rupture sont quand même très faibles. Effectivement, pour rebondir sur la deuxième partie de la question, oui, Gazprom avait, comme Rosatom, un discours politique qui est de se présenter comme un acteur fiable. D'ailleurs, pendant toute la crise ukrainienne, Rosatom n'a pas arrêté de faire une communication là-dessus, de dire nous sommes les acteurs qui sont des acteurs libéraux. Nous ne sommes pas intéressés par des enjeux politiques. Et d'ailleurs, regardez bien, pendant la guerre en Ukraine, les seuls avions qui étaient des avions russes et qui étaient autorisés à franchir les frontières de l'Union européenne pour atterrir en Union européenne étaient des avions qui avaient
du combustible nucléaire à l'intérieur, qui sont venus approvisionner les centrales slovaques. Donc il y a un vrai discours côté russe là-dessus, à savoir est-ce que ce discours va continuer, difficile à savoir, est-ce qu'il va se rompre, difficile à savoir. Ce qu'on peut garder en tête néanmoins, c'est qu'à l'heure actuelle, la Russie n'a jamais rompu l'approvisionnement d'un pays, à aucun moment. Même au plus fort de la guerre en Ukraine en 2014, la Russie approvisionne déjà par avion l'Union européenne en combustible. Donc, on n'a pas de précédent, ce qu'on a pour le gaz, pour le pétrole. Ce qui ne veut pas dire que les précédents n'arriveront pas. Autre point, on n'a pas parlé, mais la Russie a aussi, à partir de 2014, mais Roman l'évoquait rapidement, commencé à faire une bascule pour essayer de fournir d'autres pays en uranium enrichi. Tu as parlé du Brésil, c'est tout à fait vrai. On peut parler des Émirats arabes unis, on peut parler de la Corée du Sud. Et donc, la Russie a essayé déjà, en prévision, de se trouver de l'autre côté une débouche. Merci beaucoup. Parlons un petit peu des États-Unis. Les États-Unis dépendent actuellement de la Russie pour une part importante de l'uranium faiblement enrichi utilisé pour alimenter des réacteurs nucléaires. Est-ce que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, elle a relancé ou elle pourrait-elle relancer l'exploitation minière de l'uranium aux États-Unis? Alors ça, c'est une question qui est centrale. Parce qu'en réalité, aux États-Unis, l'opposition à l'importation d'uranium enrichi, elle a été menée par les exploitants de mines d'uranium. Ce sont les exploitants de mines d'uranium aux États-Unis qui avaient vu leurs mines fermées parce qu'elles étaient plus rentables, essayer d'aller porter réclamation auprès des différents ministères pour empêcher l'uranium enrichi de venir de Russie et justifier du coup la remise en fonction des mines d'uranium aux États-Unis. Donc ça relance très clairement le débat aux États-Unis là-dessus, mais on a à nouveau deux problèmes. Le premier problème, il est que à nouveau républicains et démocrates ils ne s'entendent pas là-dessus. Et n'oublions pas que si les républicains sont très fortement favorables au nucléaire, ce n'est pas le cas des démocrates. Les démocrates ont encore en interne des divisions très fortes. Toute la frange plus à gauche de Bernie Sanders ou de House fortement anti-nucléaire. Et il y a un autre problème qui est qu'aux États-Unis, les gisements d'uranium sont pour certains, une part assez importante aussi, sur des terres indigènes. Et soit des terres indigènes, soit dans des parcs nationaux. Donc, il y a une difficulté d'accéder à ces ressources sans changer le droit. Or, là, il serait extrêmement compliqué pour une administration démocrate de changer ces droits. On peut l'imaginer. Quid du Kazakhstan? Est-ce que le Kazakhstan n'est pas le grand gagnant de ces questions, notamment d'accès à l'énergie nucléaire et à l'uranium? Alors, complètement. Le Kazakhstan, c'est construit comme un État qui est pivot, qui est central, fournisseur de 45% de l'uranium naturel dans le monde, qui a construit une diplomatie internationale autour de cette image de fournisseur. Mais c'est aussi et surtout, et c'est là où ça nous intéresse, un pays qui ne veut plus être que fournisseur de matières premières. Il veut être fournisseur de matières transformées. Il y a moins de 2 ans, a ouvert au Kazakhstan une usine d'assemblage de combustible nucléaire qui a été ouverte en partenariat avec le chinois CGN, justement. Et la seule chose qui leur manque, c'est l'enrichissement, finalement. Pour l'instant, les Kazakhs n'ont pas montré de velléité d'avoir une propre usine d'enrichissement, mais sur tous les autres étapes de la fabrication du combustible, cet acteur est devenu central. Merci beaucoup. Il n'y a pas de contrôle russe des voies d'approvisionnement provenant des fournisseurs alternatifs, mais la Russie a la capacité de bloquer ses propres flux. Les flux réorientables des fournisseurs alternatifs seraient-ils suffisants pour compenser une rupture d'approvisionnement russe? Alors, vous avez entièrement raison sur l'uranium enrichi. Il est très clair que la Russie peut bloquer ses propres flux. Comme j'ai pu le dire auparavant, le problème, il n'est pas tant de savoir la conséquence d'un blocage immédiat, mais les conséquences d'un blocage qui serait sur le long terme. Alors, on l'a dit, on peut en débattre. Le blocage immédiat, à mon sens, il ne présente pas de risque direct. C'est si ce blocage dure pendant plus longtemps qu'on aura des risques. Il y a une question qui se pose, on pourra y revenir, peut-être pas le moment d'y revenir, mais qui est plutôt sur la capacité de la Russie à bloquer les flux d'uranium naturel, pas d'uranium enrichi. Parce que les flux actuellement d'uranium naturel qui viennent du Kazakhstan, pour leur extrême majorité, passent au travers de la Russie pour aller vers Saint-Pétersbourg. Là, il y a un vrai enjeu et un vrai débat qu'on peut avoir. Mais sur les flux d'uranium enrichi, finalement, le risque de rupture de transit est quand même léger. Merci. Et si on développait massivement les réacteurs rapides dont nous maîtrisons la technologie, comme Astrid?
par exemple? Alors, si on développait ce type de réacteur, on n'aurait plus de problème de combustible, en tout cas de combustible d'uranium enrichi. Pourraient se poser d'autres problèmes d'approvisionnement en combustible de retraitement. Tout dépend de quel type de technologie de réacteur à surgénération on veut utiliser. Il est vrai que la France a pour le moment décidé de ne plus suivre cette voie, même si certaines startups s'y sont remis, particulièrement des startups du CEA. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est et la Russie et la Chine qui sont les plus développées sur ces programmes-là. Et les Russes, pour ce programme-là, utilisent justement, pour revenir à une question qui a été posée auparavant, du combustible MOX. Et la Chine, pour ces combustibles-là, est pour le moment dépendante de la Russie. Question sur le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a récemment sanctionné un certain nombre de dirigeants de Rosatom et introduit un droit de douane de 35% sur les importations d'éléments chimiques et d'isotopes radioactifs russes, qui inclut l'uranium enrichi. Est-ce que ce n'est pas la solution parfaite? De telles initiatives arrêteront-elles le flux de revenus vers Rosatom ou ses filiales? Alors, c'est une excellente remarque. Effectivement, le cas britannique, comme le cas suisse, qui est un peu identique, montre qu'il y a des possibilités pour rompre cet approvisionnement. L'Angleterre peut se le permettre parce qu'elle a aussi peu d'importations de Russie. Finalement, les liens avec la Russie sur les réacteurs nucléaires britanniques étaient très ténus. Mais clairement, d'un côté, l'Angleterre a pris cette stratégie que vous avez évoquée, qui est de mettre des droits de douane plus élevés, ce qui permet de limiter l'entrée sur le territoire. Puis l'autre choix qu'a fait l'Angleterre, c'est de redévelopper une filière de fabrication de combustible en interne, en tentant d'augmenter les capacités d'enrichissement, mais aussi les capacités de conversion dont on a parlé, qui sont maintenant financées directement, qui seront financées directement par le gouvernement britannique. Merci. Question très intéressante également. Existe-t-il un cadre conceptuel pour faire dialoguer les logiques économiques et les logiques géopolitiques? Il y a par exemple en France un réel impensé sur le nouveau programme nucléaire vis-à-vis des questions géopolitiques. Intervenez-vous auprès des politiques pour les sensibiliser à ces questions? Alors, avant que vous répondiez, je pense qu'on pourrait dire tout d'abord que l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières premières énergétiques, c'est exactement le cadre pour penser ces questions à la fois économiques et géopolitiques, mais je vous laisse répondre tous les deux aussi sur vos interventions possibles auprès des politiques, notamment pour les sensibiliser à ces questions. C'est une excellente question. Alors d'abord, il faut dire que l'industrie, le nucléaire, c'est souvent et c'est longtemps vécu comme une industrie qui était agéopolitique, c'est-à-dire qui ne serait pas concernée par les enjeux géopolitiques au niveau de l'énergie, parce que l'uranium est plus déconcentré que le pétrole, qu'on avait justement moins d'enjeux de rupture d'approvisionnement. Donc, ça a été au contraire souvent présenté comme une industrie qui était la réponse à des risques géopolitiques. Ça s'est retourné à plusieurs occasions. La première occasion, je pense personnellement, c'est la défaite française dans la vente du réacteur nucléaire de Baraka aux Émirats arabes unis. Ça a été un choc géopolitique pour la France. Et à partir de ce moment-là, les politiques français ont commencé à avoir une vraie réflexion sur ces enjeux géopolitiques qui, je pense, depuis la première invasion de l'Ukraine en 2014 et 2022, aujourd'hui ont été assez bien intégrés, par le contrôle de mes collègues, mais assez bien intégrés par une partie de l'appareil politique français. Donc, je pense que je vais suivre ce que vous avez dit en introduction. On est là et on a fait ce travail dans le cadre de cet observatoire. Donc, je pense que ça montre que le dialogue, en tout cas, est entamé. Merci beaucoup. Quelle place prend l'enrichissement dans la stratégie russe de conquête du marché nucléaire mondial? Alors, il y a plusieurs éléments à cette question. La première, c'est d'abord une place financière. C'est-à-dire que très clairement, aujourd'hui, pour Rosatom, et d'ailleurs ça a été évoqué dans une question, pour Rosatom, l'enrichissement, c'est un flux de liquidités. Donc, il y a un vrai intérêt pour arriver à maintenir des capacités de vente de réacteurs nucléaires, parfois dans des pays sur lesquels le retour sur investissement est assez incertain, pour le dire aussi clairement que ça, comme au Bangladesh, par exemple. L'enrichissement, la vente d'enrichissement, ça permet d'avoir des liquidités. Premier point. Deuxième point, la Russie a besoin d'avoir des capacités d'enrichissement pour répondre à ces exportations de combustible. Et on le sait, je l'ai évoqué, mais je vais le répéter, on le sait, l'association de la vente de réacteurs nucléaires avec des contrats de fourniture en combustible nucléaire et de reprise des déchets à la fin, c'est une des plus-values très fortes de la capacité de vente. Donc, pour la Russie, aujourd'hui, dont l'industrie nucléaire est fortement dépendante des exportations, l'industrie russe a besoin de conserver des capacités d'enrichissement assez hautes pour répondre à ces exportations. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur le Royaume-Uni.
On parle souvent du Brexit en mal. Est-ce que le Brexit, il a été favorable pour l'industrie nucléaire britannique et notamment pour la question de l'enrichissement de l'uranium? Alors, ça a été une grande crainte au moment du Brexit parce que, en sortant de l'Union européenne, le Royaume-Uni sortait aussi du cadre européen qu'on appelle Euratom, qui est ce traité européen qui permet, parmi d'autres choses, aux matières radioactives de circuler plus facilement en Union européenne. Donc, il y avait une crainte qui était que, alors qu'il y a une usine d'Urenco en Grande-Bretagne, la sortie de l'Union européenne entraîne finalement la fin des accords qui lient Londres avec les autres pays européens, mais aussi avec les autres pays mondiaux. Or, ce qu'on a pu voir, c'est deux choses. La première, c'est que le gouvernement britannique a d'abord constitué des stocks en interne à Urenco pour essayer de mitiger ce risque que pourrait être la falaise de la sortie de l'Union européenne. Et l'autre chose qu'on voit, c'est que là, la diplomatie britannique a été particulièrement efficace pour re-signer des accords avec les pays européens en sortie de Brexit. Et donc, en tout cas pour le nucléaire, le Brexit a été quasiment insensible pour la Grande-Bretagne. Merci. On reste en Europe. Les principaux freins politiques, alors est-ce que les principaux freins pour les enrichisseurs européens sont politiques ou sont économiques? Alors, j'aurais tendance à répondre de Normand et dire le deux, mais non, il y a un vrai enjeu, il y a un vrai enjeu, j'ai déjà évoqué, qui est que les enrichisseurs européens, avant de lancer des constructions de capacité d'enrichissement, ont besoin d'avoir des certitudes sur le long terme, 10, 15, 20 ans. Mais on a d'autres problèmes quand même en interne. Et là, je peux prendre le cas particulier d'Urenco. Urenco, c'est cet acteur qui, je vous le disais, a une gouvernance avec les Pays-Bas, l'Angleterre et 3 entreprises allemandes. Or, et les décisions doivent être prises à l'unanimité de ces 3 acteurs-là. Or, on sait que côté allemand, depuis la décision de sortie du nucléaire en 2011, les Allemands essayent de vendre leur part dans cette entreprise. Et que localement, en Allemagne, là où on a les usines d'enrichissement, les collectivités territoriales anti-nucléaires font tout pour essayer de limiter les capacités d'augmentation de l'enrichissement. Ça, c'est un premier problème. Puis l'autre enjeu qu'on a, c'est du côté des Pays-Bas, le gouvernement néerlandais, qui a toujours été, il faut le dire, depuis la création d'Urenco, assez frileux dans le développement de cette entreprise, a pour le moment mis des freins au développement de ces capacités d'enrichissement. Donc, en Europe, c'est une question économique, mais pour Urenco, clairement, c'est aussi une question liée à la gouvernance politique de cette entreprise. Merci. La guerre en Ukraine amène-t-elle la Russie à chercher de nouveaux débouchés pour son uranium enrichi, comme on a pu le voir notamment pour son pétrole ou son gaz? Alors, complètement. Hein, dès 2014, alors bien avant en fait, la guerre en Ukraine actuelle, dès 2014, on va voir Rosatom tenter de louer des liens diplomatiques. Et il faut le dire au travers aussi, on ne l'a pas évoqué, mais au travers d'un réseau diplomatique russe qui est fortement investi dans l'exportation de réacteurs nucléaires et de matières nucléaires, à travers le réseau des ambassades, au travers du réseau aussi des chambres de commerce russes à l'étranger. Et dès 2014, on va voir ce réseau s'activer dans des pays qui auparavant étaient plutôt délaissés par la Russie. On va le voir, je le disais, en Corée du Sud, on va le voir en Inde, on va le voir dernièrement au Brésil. Et donc, le Kremlin a déjà anticipé des possibilités de bascule. Alors, ces bascules, il faut quand même raison garder, elles ne sont pas à hauteur de ce que est acheté par les États-Unis et par les Européens. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à ce niveau-là de consommation. Donc la bascule, elle ne permet quand même pas pour Rosatom de compenser une perte potentielle d'importation en Europe ou aux États-Unis. Je pense d'ailleurs, c'est ce qu'on voit assez bien sur la dernière carte. Je ne sais pas si elle est toujours affichée, mais là, les données que vous avez sur cette carte, elles sont à jour de octobre 2022. Donc, tous les projets de contrat et tous les projets de construction de réacteurs russes sont des projets qui datent d'avant l'invasion de février. Et là, le problème pour la Russie, entre guillemets, c'est de se heurter déjà, souvent des promesses de construction qui ne se concrétisent pas souvent, mais aussi se heurter dans certains pays à la concurrence chinoise. On n'en a pas parlé, mais en Afrique, par exemple, où la Russie est dans ses stratégies de vente de réacteurs nucléaires en concurrence directe avec CNNC et CGN, qui espèrent pouvoir vendre ici aussi des réacteurs,
de la même manière en fournissant les combustibles. Et c'est pareil en Amérique du Sud, l'Argentine dernièrement a signé un contrat d'approvisionnement avec un contrat de vente de réacteurs avec les Chinois. Donc la Russie, elle est aussi dans sa stratégie de bascule confrontée à cette réalité que finalement, elle n'est plus le seul acteur fort et puissant sur ce marché. Merci. Encore quelques questions. Dans un monde très fortement nucléarisé pour répondre à la contrainte carbone, risque-t-on d'avoir une criticité à la fois de l'uranium enrichi et de l'uranium naturel? Alors, il est très clair, et si on revient à nos premiers schémas, il est très clair qu'on a un inconnu réel, qui est que si aujourd'hui on a énormément de discours politiques favorables au nucléaire, reste à savoir quelles seront les concrétisations matérielles. Les scénarios les plus favorables au nucléaire montrent très clairement qu'il va falloir construire énormément de capacités d'enrichissement. Et l'autre problème revient aussi effectivement sur l'extraction de l'uranium. Or, comme je l'évoquais, et comme je sais que des questions ont plus ou moins été posées là-dessus aussi, les capacités actuelles de production d'uranium naturel ne suffiront pas à répondre à une augmentation de la demande. Et on le voit d'ailleurs dès aujourd'hui, puisque la Russie, les Canadiens se sont relancés dans la réouverture de mines d'uranium. Par exemple, un cas très simple, les Russes qui avaient mis en sommeil un grand projet en Tanzanie à Miuku ont relancé le projet de Miuku il y a quelques mois seulement en Tanzanie. Les Russes ont augmenté leur capacité de production en interne en construisant des nouvelles capacités d'extraction et ont racheté des mines, des parties de mines au Kazakhstan. Donc, les Canadiens, de la même manière, sont en train de redémarrer des sites. Donc très clairement, si l'uranium enrichi est un enjeu, il est nécessaire de le penser en réalité dans un système qui est qu'on va avoir des tensions sur l'uranium naturel et sur la conversion, comme j'en ai un peu parlé très rapidement. Merci. Quels sont les enjeux géopolitiques qui cadrent le réenrichissement de l'uranium de retraitement? Alors, ça, c'était une grosse question qui a fortement concerné la France. Alors, pour revenir sur préciser les termes, au moment où on retraite les combustibles nucléaires, c'est-à-dire qu'on sort un combustible nucléaire d'un réacteur, puis après on va le retraiter, c'est-à-dire qu'on va le déliter pour récupérer des matières qui sont potentiellement revalorisables. À l'intérieur de ce mélange, on va retrouver 95-96% d'uranium de retraitement. C'est un uranium qui est encore enrichi, plus enrichi que l'uranium naturel, mais qui peut être réutilisé. Alors, il a fait la une des débats politiques parce que la France avait des contrats de réenrichissement de cet uranium avec la Russie. Pourquoi est-ce que la France devait dépendre de la Russie pour ses contrats de réenrichissement? En fait, cet uranium de retraitement, il a un problème, c'est qu'il n'est pas chimiquement identique à l'uranium naturel. Et il a des scories chimiques, pour le dire très rapidement. Il a des particularités qui font qu'il ne peut pas être utilisé dans les mêmes infrastructures que l'uranium naturel. Il faut lui dédier des capacités. Or, comme on le dit depuis le début de cette conférence, les capacités sont déjà tendues. Donc, côté français, on ne peut pas dédier ses propres capacités à cet uranium de retraitement, alors que côté russe, on a pléthore de capacités qu'on peut dédier proprement à cet uranium de retraitement. Donc, ce n'est pas une question de compétences technologiques. La France saurait le faire si elle décidait de dédier des capacités d'enrichissement ou des capacités de conversion à cet uranium-là, mais elle ne le fait pas parce qu'aujourd'hui, la rentabilité, elle n'est pas là. Aujourd'hui, il faut plus rentable de continuer avec de l'uranium naturel. Or, comme la question qui était posée juste auparavant amenait à en débattre, il n'est pas certain que cet uranium naturel soit extensif. Et on aura peut-être besoin de réutiliser cet uranium de retraitement et donc de dédier une partie de nos capacités d'enrichissement et de conversion à cette matière, si la balance entre le coût et l'immobilisation des capacités penche d'un côté ou d'un autre. Un rapport de Greenpeace publié en mars 2023 documente plusieurs aspects de la relation entre l'industrie nucléaire française et le géant russe Rosatom.
Est-ce qu'on peut parler d'une emprise russe sur l'énergie nucléaire française? Non, j'ai un petit peu modifié la Ouais. question parce que vous aviez répondu en partie déjà à la question qui était posée dans le chat. Alors, c'est une vraie question. Alors déjà, en tant que chercheur, on se pose toujours la question de savoir ça veut dire quoi une emprise. C'est compliqué à documenter. En fait, il faut déjà avoir bien en tête que le marché du nucléaire, à la différence peut-être d'autres marchés comme le gaz, comme le pétrole, c'est un marché qui est extraordinairement interconnecté. C'est-à-dire, par exemple, quand Rosatom vend un réacteur nucléaire à la Hongrie, en réalité, dans la vente du réacteur nucléaire à la Hongrie, à l'intérieur, on va avoir des technologies qui appartiennent à l'allemand Siemens, au français Framatome, à l'américain General Electric. Pourquoi? Parce que tout simplement, la vente de réacteurs nucléaires, elle est tellement faible. On ne vend pas des réacteurs nucléaires comme on vend des voitures. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des capacités de production partout. Donc, quand on va vendre un réacteur, en réalité, on va avoir comme ça des acteurs qui viennent à droite et à gauche qui vont se dire. Et donc, oui, il est très clair que si on regarde cette interrelation, aujourd'hui, quand Rosatom vend un réacteur nucléaire, la France en profite. Financièrement, très clairement, la France en profite parce qu'il y a des technologies françaises qui sont dedans, mais en réalité, comme les Allemands en profitent, comme les Belges en profitent, comme les Britanniques en profitent. Donc, sur les ventes des réacteurs, c'est particulier. Donc, on a cette interrelation qui est très forte. La question de la dépendance à la Russie, à nouveau, elle est à savoir si demain, on arrêtait complètement de commercer avec la Russie, qu'est-ce que ça ferait pour la France, d'un point de vue en tout cas du nucléaire. Ce qui est très clair, c'est que ça ferait du mal financièrement à une partie de l'industrie française qui est liée à la vente des réacteurs nucléaires. Parce que si la France gagne de l'argent quand les Russes vendent un réacteur nucléaire, c'est que on a des carnets de commandes en France d'usines françaises qui dépendent de ces ventes-là. Donc, il est vrai qu'il y aurait des carnets de commandes qui seraient en difficulté, mais c'est plutôt sur cet aspect-là que sur l'aspect du combustible que les liaisons les connexions entre la France et la Russie sont fortes que sur l'uranium. Merci beaucoup. Allez, on va finir par une question un peu prospective. Il y a trop de raisons pour lesquelles les dominations nucléaires russes vont continuer sur la production mondiale de l'énergie, malgré les sanctions et l'invasion de l'Ukraine. Mais jusqu'à quand? C'est les questions que se posent les exploitants de réacteurs nucléaires ou les exploitants d'usines d'enrichissement qui, avant de faire tout investissement, veulent d'abord savoir l'état du monde après que le brouillard de guerre sera retombé. Et il n'est absolument pas certain que je rejoins là, c'est une question qui a été posée, je ne suis absolument pas certain que les décisions d'éloignement de la Russie qui ont été prises par certains acteurs soient réellement pérennisées d'ici à 5, 6, 7, 8 ans ou quand la guerre sera terminée. Ce qui est néanmoins important, c'est que pour ces acteurs du nucléaire, aucun investissement ne sera fait tant qu'il n'y aura pas de décision politique forte et concrète qui les incitera eux-mêmes à se détacher de la Russie. Merci beaucoup. Écoutez, je pense que nous allons conclure sur cette réponse. Encore une fois, je voudrais remercier mes deux invités, Roman Vinadia, qui est analyste chez Cassini, et puis Teva Meyer, qui est maître de conférence. Merci beaucoup pour vos questions et pour la qualité des débats que nous avons eus aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain rapport de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques. Je crois que ça sera début octobre. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.